Si je te dis que le fait de procrastiner, en réalité, pas complètement de ta faute. Déjà, la procrastination, qu'est-ce que c'est? La procrastination, c'est le fait de repousser à plus tard un truc que tu devrais faire maintenant. Je suis sûre que toi aussi tu procrastines. Peut-être même que t'es en train de procrastiner en regardant une vidéo sur la procrastination. Eh ben sache qu'en psychologie cognitive, on a une théorie pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans ta tête quand tu procrastines. Parce qu'en écoutant certains créateurs de contenu, on a la sensation que si t'es un procrastinateur, t'es une énorme merde. Et que potentiellement, ça peut se réguler avec une super morning routine, des douches froides et un réveil à 5h30 du mat. Spoiler alerte, ça marchera pas. Revenons à nos processus cognitifs. La procrastination, elle passe par un élément cognitif qu'on connaît un petit peu, c'est la prise de décision. La prise de décision, c'est ce qui va te pousser à agir dans une direction ou dans une autre. Comment elle fonctionne la prise de décision? Une espèce de balance entre l'aversion à faire quelque chose et le besoin, l'envie que tu as de faire cette action. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont réunis pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait la prise de décision et la procrastination. Il semblerait qu'il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu dans ta prise de décision. Le premier, tu le connais bien, c'est le délai. Si tu as un délai super long pour faire une tâche, bah tu vas procrastiner jusqu'à la veille. Le deuxième aspect, c'est la charge émotionnelle que tu vas rattacher à cette tâche. Si c'est une tâche qui est assez négative, assez désagréable, ça sera une émotion négative. Si c'est une tâche qui est assez cool, un peu sympa à faire, ça va être une charge émotionnelle positive. Et tout ça est régulé par tes capacités d'autorégulation. La capacité d'autorégulation, en gros, c'est le fait plus ou moins de faire une balance entre le positif et le négatif d'une situation, de le mettre dans un contexte et d'agir, de prendre une décision par rapport à tous ces éléments-là. Regarde ce schéma-là. Il te montre que si tu as des émotions négatives qui sont rattachées à la tâche, ça va te ralentir et ça va t'induire une procrastination. Tout comme si tu as un délai qui est assez long. Alors que si tu as des capacités d'autorégulation qui sont assez élevées, ça va te pousser à ne pas procrastiner. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est confirmé en imagerie médicale. C'est-à-dire que si tu compares le cerveau d'une personne qui procrastine et le cerveau d'une personne qui ne procrastine pas, eh ben c'est pas la même chose. C'est différent. Ils ont plus le même cerveau. Et c'est pour ça que je te dis que c'est potentiellement pas complètement de ta faute. Il semblerait que ça soit plus compliqué pour toi que pour les autres. C'est un fait. Ton cerveau procrastinateur est différent de celui d'un cerveau qui n'est pas procrastinateur. C'est donc de plus en plus compliqué de prendre une décision et de te bouger, entre grands guillemets, pour agir et résoudre les tâches que tu as à réaliser. C'est donc pas une impression, c'est vraiment une réalité. C'est plus dur pour toi que pour les autres. Alors on va passer quelques minutes quand même pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et ce qui est modifié. Le premier élément, c'est le cortex préfrontal. Ton cortex préfrontal, c'est ce qui te permet de peser le pour et le contre d'une situation. C'est un petit peu le maître du raisonnement, il va essayer de prendre des décisions rationnelles. Et il semblerait, l'hypothèse du moins, c'est que cette atrophie du cortex préfrontal induit des capacités d'autorégulation qui sont moindres par rapport à la population générale. Petit aparté de quelques secondes pour te parler du cortex singulaire antérieur. Si tu as vu plusieurs vidéos sur le sujet, on en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui dit que si tu te forces à faire des choses que t'aimes pas, tu fais grossir ton cortex singulaire antérieur et donc tu améliores tes capacités à lutter contre la procrastination. Spoiler, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Néanmoins, ce cortex singulaire antérieur, il va participer, comme ton cortex préfrontal, au contrôle et à la régulation finalement de tes actions. Le deuxième aspect neuronal dont j'ai envie de te parler, c'est le cortex orbitofrontal et l'insula. En gros, c'est des petites machines dans ton cerveau qui vont avoir pour objectif en partie de faire le propre dans tes émotions, de gérer l'intensité de tes émotions. Évidemment, si je t'en parle, c'est que ça marche pas hyper bien, donc tu vas avoir des difficultés à modérer tes émotions négatives qui sont rattachées à la tâche. Et enfin, une dernière zone, c'est une zone qui est rattachée à la mémoire, et plus précisément à la réalisation de scénarios futurs quand tu auras réalisé cette tâche. C'est-à-dire que ton cerveau imagine à l'avance l'avantage que tu as de réaliser cette tâche. Il sait que quand tu auras fini ce mémoire, bah tu seras tranquille et tu seras content, ça sera rendu, ça sera plus une charge cognitive ajoutée à ton quotidien. Et ben cette zone-là, elle est pas hyper efficace. C'est-à-dire que le bénéfice que tu as de faire une tâche, bah, il est un peu flou. C'est pas hyper perceptible. Donc si la tâche, elle est pas hyper agréable, que en plus tu vois pas vraiment l'intérêt de la faire, et que tes capacités d'autorégulation pour réguler ces émotions fonctionnent pas très bien, eh ben tu te rends compte que tu peux pas faire autre chose que procrastiner en fait. Je te rassure, c'est pas définitif. Ton cerveau il est plastique, tu peux le modifier. Comme quand t'apprends à jouer du piano ou encore une nouvelle langue, t'as des neurones qui vont se créer, qui vont créer de nouveaux réseaux et qui vont modifier la structure de ton cerveau. Et ben c'est un petit peu la même chose avec la procrastination. Alors à savoir que là c'est de la vulgarisation scientifique que je te parle pas de tout. Il y a une autre théorie qui explique que globalement il y a des réseaux entre les aires cérébrales qui sont aussi dysfonctionnels et qui entraîneraient du coup une augmentation de tes actions de procrastination. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué et honnêtement l'idée finale est un peu la même. Donc si tu veux tu peux regarder en description, je te laisserai l'article scientifique si ça te dit. Alors je vois très bien arriver le commentaire de bah ouais mais si ton cerveau il est comme ça c'est peut-être parce que t'as un petit peu enchaîné les mauvaises décisions et que tu lui as appris à fonctionner comme ça. C'est pas faux. Mais qui, sur cette planète,
a pris que des bonnes décisions dans sa vie. Faut savoir que, je sais pas, face à un environnement qui est pas idéal, face à une relation amoureuse qui est un petit peu médiocre, eh ben tu peux te retrouver à agir de manière peu optimale, à prendre des décisions pour te protéger des émotions négatives sur l'instant T, même si c'est pas rentable sur le long terme. C'est un petit peu la limite du dev perso de YouTube, c'est-à-dire que c'est pas des soignants qui le font. Et nous, en tant que soignants, on voit très bien que ça va droit dans le mur. On voit bien la limite de tout ça. On peut pas demander à des gens qui ont un quotidien, des choses à faire, de se lever à 5h30 du mat, d'aller courir, de prendre une douche froide, d'enchaîner une morning routine parfait, digne d'Elon Musk, alors qu'ils ont d'autres choses à foutre. Et le fait que ça échoue à tous les coups, c'est pas pour rien. Ça se base sur un principe de base en psychologie, c'est qu'une habitude, ça se construit sur le long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des habitudes progressivement, c'est-à-dire qu'il ajoute une habitude, je sais pas, tous les 2 mois, dans son quotidien, a beaucoup plus de chances de les garder tout au long de sa vie que quelqu'un qui rajoute 10 habitudes du jour au lendemain dans son quotidien. Ça va tenir 2 semaines, le temps que la motivation soit là, et puis après, ça fonctionnera plus. En fait, le problème de ces outils pour régler un problème de procrastination ou de dopamine de je sais pas quoi dans ton cerveau, c'est qu'en réalité, tu vas imposer des choses positives à quelqu'un dans des conditions négatives, ce qui va faire qu'il va les détester. Je m'explique, j'adore le sport. Mais si tu fais me lever à 5h du mat pour aller grimper une falaise, je vais pas kiffer. Et je vais progressivement associer l'activité physique à quelque chose de négatif. Et c'est exactement ce qui se passe sur des morning routines qui sont trop extrêmes. Si tu imposes des choses positives à quelqu'un, pendant une période qui n'est pas adaptée, à des horaires qui ne sont pas adaptés, il va finir par détester ce qui était pourtant bon pour lui. Et c'est con, parce que c'était quand même pas l'objectif à la base. Alors je suis d'accord, lire des articles scientifiques, c'est pas facile. Dénouer le vrai du faux, c'est pas facile. Tout est une hypothèse. Mais la pire idée à faire, c'est de prendre tous les articles scientifiques, de faire en sorte de lister toutes les choses positives pour l'être humain et d'essayer de tout mettre dans un tout petit pot. Ça marchera pas. Il faut adapter les habitudes à mettre en place par rapport aux problématiques des individus et en fonction de ses capacités à un moment T. Ça veut pas dire que ses capacités vont pas évoluer. Ça veut pas dire que, à un moment donné, tout le monde n'est pas capable de faire une morning routine. Ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il faut respecter un certain rythme qui est assez individuel pour que ça fonctionne sur le long terme et qu'il y ait des effets qui soient positifs. Bon, je pense que t'as compris où est-ce que je voulais en venir. Maintenant, on va quand même essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu fais quand tu procrastines, que tu sais, que tu en as conscience, mais que tu continues? Bah déjà, c'est un bon point quand tu arrives à le relever. Parce que souvent on procrastine et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est en train de scroller sur Instagram ou sur TikTok et on voit pas le temps passer. Déjà, avoir conscience de ça, se dire ok, là, je suis carrément en train de procrastiner alors que je devrais cuisiner pour mon repas demain midi. Je le sais. Bah c'est déjà un grand début. Parce que le fait de savoir que actuellement tu es en train de procrastiner quelque chose, ça augmente ton agentivité. L'agentivité, c'est ta capacité à savoir que c'est toi qui agis pour réaliser une tâche, qui est responsable des conséquences d'une tâche. Ça va l'augmenter un petit peu, si tu sais que là, actuellement, tu procrastines, effectivement, et t'es d'accord avec ça. Ça veut pas dire que tu vas devoir tout de suite te lever du canapé et changer tout au tout et te mettre à cuisiner. C'est pas grave, tu peux procrastiner, t'as le droit, tu es un humain, c'est ok. Globalement, t'as plusieurs types de tâches qui peuvent générer de la procrastination. Dans un premier temps, t'as des tâches qui sont courtes, soit une tâche qui est très très courte, c'est-à-dire descendre les poubelles, soit une tâche que tu penses être courte et qui est en réalité un petit peu sous-estimé en termes de temps. Typiquement, si tu dois faire ta fiche d'impôt, tu te dis bon bah c'est pas grave, je ferai ça en 5-10 minutes la prochaine fois, alors qu'en réalité, bah ça va te prendre plus de temps parce qu'il y a des nouvelles réformes, il y a des trucs qui ont changé sur tes revenus, et ça va te prendre 1 heure. Bah ça, c'était pas prévu. Alors comment tu fais quand t'es face à des petites tâches? Dans un premier temps, pour les petites tâches qui sont hyper rapides, t'as la technique du 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu comptes 1, 2, 3, et à 3, tu te bouges. Ça arrive que ça fonctionne pas. Moi, à 5h30, quand mon réveil sonne, le 1, 2, 3, des fois, il marche pas très bien. C'est pas grave, tu tentes. C'est déjà une solution qui t'est proposée. Et pour la deuxième tâche que tu penses être assez rapide et qui l'est en réalité pas trop, moi ce que je te conseille c'est de mettre un créneau dans ton planning. Ce que je te conseille c'est que ce créneau tu vas pas le mettre au milieu d'une après-midi de repos. Tu vas plutôt le mettre par exemple entre 2 réunions où tu sais que t'as une demi-heure. Parce que quand t'es en réunion, quand t'es au travail, t'es dans une dynamique un peu proactive, ce qui n'est pas du tout le cas quand t'es en repos. Et honnêtement, t'as le droit de te reposer pendant une après-midi entière. T'es pas obligé d'être productif pendant toute une après-midi. Et évidemment, t'as le deuxième type de tâches. Les tâches un peu plus longues. Donc tu vois difficilement la fin. Par exemple, rédiger un mémoire pendant 9 mois, il y a un délai qui est maximal. La charge émotionnelle, elle est pas hyper positive tant que t'as pas commencé, et encore plus si t'aimes pas le sujet que tu travailles. Il y a que tes capacités d'autorégulation qui peuvent t'amener à agir et à faire le mémoire en temps et en heure, et pas une semaine avant de le rendre. C'est souvent ces grandes tâches-là que les chercheurs ont étudiées pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Globalement, une grande tâche, ça se découpe en sous-tâches. Ton cerveau, il sait pas où il va quand il a une grande tâche.
Il sait ce qu'il doit faire à la fin, mais il sait pas de quoi va être composée cette tâche. Il a besoin de repères, à la fois temporels, donc avec des deadlines, et à la fois structurels, avec des tâches. Je vais te donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Si tu dois écrire ce fameux mémoire en 9 mois, on est d'accord que le délai est très long, ce qui va te pousser à procrastiner. Moi, ce que je t'impose, c'est un délai beaucoup plus court. Tu as 2 heures pour écrire ton introduction et ta partie 1. T'essayes de te mettre la pression pendant 2 heures en te disant « Ok, je travaille 2 heures, après c'est fini ». Ne pense pas à la suite. Bien sûr qu'il faudrait que tu fasses une partie 2, partie 3, une conclusion, bien sûr, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc ce qui est aussi important, c'est de pas trop penser aux tâches qui suivent. Fais les choses dans l'ordre. Coche déjà introduction, partie 1, et tu auras déjà bien avancé. À la fin de tes 2 heures, tu vas te rendre compte que tu as un premier jet qui est quand même assez efficace. Et surtout, ce qui a découlé de ce premier jet, c'est que tu sais beaucoup plus où tu vas. C'est-à-dire que tu commences à créer une structure dans ton mémoire. Tu sais que, par exemple, si tu travailles sur la charge cognitive, tu vas devoir trouver la définition de la charge cognitive. Donc tu vas me faire une petite liste avec toutes les toutes petites tâches qu'il faut réaliser. Donc, trouver la définition de la charge cognitive, trouver les théories qui expliquent la charge cognitive, parce qu'il y en a plusieurs évidemment, et essayer de faire plein de petites tâches comme ça. Et dès que tu as le temps, dès que tu te dis « Ok, là, j'aimerais bien travailler sur mon mémoire », tu sais exactement par quelle tâche commencer. Un petit conseil, commence par une tâche qui est facile. Par exemple, en ce moment, je travaille 1 heure, 1 heure et demie mon TOEFL par jour en anglais. Globalement, si je me mets à travailler en me disant que ça va durer 1 heure et demie, je t'avoue que la motivation, elle n'est pas hyper présente. Donc ce que je fais, c'est que je commence par un exercice de 5 minutes. Je sais que c'est un exercice qui va être facile, c'est sur internet, j'ai juste à cliquer sur un bouton et ça me lance un exercice de 5 minutes. Ce qui me permet de me mettre dans une dynamique de travail qui va faciliter le fait de continuer et de cocher toutes mes petites tâches parce que j'ai planifié mes révisions et je sais exactement quel exercice je vais devoir faire quel jour. En fait, en réalité, tu retires un petit peu de charge mentale à ton quotidien en sachant exactement où tu vas et pour quand. Les deadlines, on les réduit. Si tu as 2 heures pour écrire ton introduction et ta partie 1, c'est assez faisable de te dire qu'en 3 mois, ton mémoire il doit être terminé, évidemment, si tu as toutes les données nécessaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était sur le sujet de la procrastination et surtout arrête d'écouter tout ce qu'on dit sur internet, s'il te plaît. Si tu es en difficulté, si tu sens que tu procrastines trop et que tu es un petit peu bloqué dans ta vie, va voir du personnel médical. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris 2-3 trucs. C'était un point de vue qui était un petit peu différent de ce qu'on trouve sur YouTube d'habitude. Je comprends pas pourquoi ça a toujours pas été explicité de cette manière. Ça a davantage été explicité de pourquoi t'es une merde. Plus que qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que les comportements humains soient tels qu'ils sont. Mais le dernier conseil qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est que si t'es en difficulté, si tu sens que tu procrastines trop, que t'arrives plus à avancer dans ta vie, c'est pas sur YouTube que tu vas trouver toutes les réponses. Tu vas pouvoir trouver quelques réponses, la preuve, mais peut-être te rapprocher de personnel médical qui est qualifié, ça peut vraiment t'aider. Et beaucoup plus rapidement, pour plus d'effets. Parfois, on a juste besoin d'être entouré, se dire qu'il y a quelqu'un qui nous soutient pour que ça fonctionne. Et vraiment surtout, ça ne fait pas de toi une merde de ne pas réussir à faire une morning routine. Si la structure n'est pas adaptée à ton mode de vie et que c'est pas bien intégré au quotidien, ça marchera pas. Et c'est pas parce que t'es nul, c'est parce que ça fonctionne pas. C'est pas en accord avec le fonctionnement de notre cerveau.